je vais dire un certain nombre de choses qui ne vont pas forcément vous faire très plaisir. Je vais redire des choses qu'a dit tout à l'heure le camarade Christian Graglia. C'est vrai qu'il vous aura fallu au moins 3 ans que vous pliez enfin à la réalité financière due à la crise. Enfin, vous vous rendez à l'évidence budgétaire, enfin, vous envisagez un investissement conforme à notre réalité et effectivement, les dépenses d'investissement, en tout cas telles que vous le définissez, s'élèveront à 43 millions contre 50 en 2011. Cependant, quand même, entre-temps, vous avez fait passer la dette de 50 millions en 2007 à 170 millions à ce jour, et à la fin de 2012, elle tutoiera les 186 millions. C'est-à-dire presque 4 fois plus en 4 ans. Et pour quel résultat? C'est bien ça la question. Parce qu'à l'époque, quand vous avez voulu poursuivre dans cette dynamique infernale, quand vous avez augmenté les impôts de 30%, vous nous avez dit il faut soutenir l'économie locale, il faut favoriser les entreprises pour éviter la récession. Les entreprises sont toujours en difficulté, le chômage a augmenté, les impôts, ben oui, 30%, c'est un prélèvement fiscal important dans la poche des Walpins, autant qu'ils n'ont pas d'ailleurs investi dans l'économie locale, eux. Et d'ailleurs, cette augmentation que vous avez notée, nous n'en profiterons pas totalement parce que la modification de l'attribution des différentes taxes qui ont été augmentées, il y a une grande partie qui nous échappe, et comme nous l'avons vu dans votre tableau tout à l'heure, il y en a 7 millions qui ont disparu, puisque la taxe d'habitation est partie ailleurs. La mise en application de la réforme de la taxe professionnelle, qui n'est vraiment pas aboutie, c'est le moins qu'on puisse dire, pose un certain nombre de questions. D'abord, une incertitude sur les conséquences de cette cotisation sur la valeur ajoutée, qui est une des parties de la nouvelle taxe professionnelle, dont on ne sait pas encore si elle produira des recettes économiques dynamiques. L'incertitude sur la répartition de l'enveloppe DGF, avec la recomposition des communautés de communes, communautés d'agglomération, tout ça se faisant dans l'avenir avec les nouveaux périmètres qui vont être définis, mais qui fonctionnent en enveloppe fermée, c'est-à-dire qu'effectivement tout ça va se réorganiser, mais l'enveloppe, elle est fermée. Donc, la suppression de la taxe professionnelle correspond à une forme de recentralisation. La taxe professionnelle est remplacée par des impôts à taux fixe ou par des dotations, et donc nous n'avons quasiment plus aucun pouvoir sur cette taxe. À la place des ressources évolutives, nous aurons des dotations. On l'a vu tout à l'heure, la part des dotations augmente de plus en plus. Et d'ailleurs, on peut se poser la question sur l'avenir, non pas de l'augmentation de ces dotations, mais de la régression des dotations. Donc, qui dit dotation dit recul de nos libertés. C'est Jean-Pierre Raffarin, un de vos amis, qui disait « Quand l'État remplace une responsabilité fiscale par des dotations, il met la collectivité sous tutelle. » Ben, on y est. C'est bien parti. Effectivement, les collectivités sont sous tutelle. La loi de finances de 2012 baisse les transferts financiers de 800 millions. Nous assistons donc à une perte de liberté d'action par une perte de liberté des moyens. Nous sommes mis sous tutelle au département, mais nous sommes mis aussi sous tutelle dans les autres collectivités, que ce soit la région, que ce soit les communes ou les communautés de communes. Et à côté de ça, eh bien, tous nos systèmes sont fragilisés. L'école, l'enseignement est fragilisé. Pour certains même, certaines structures sont menacées. On a parlé de l'hôpital tout à l'heure, je n'en redirai rien d'autre. On a parlé du transport, de la SNCF, et puis
de cette magnifique transformation de la SNCF en RFF, SNCF, TET, parce que nous on est soumis à cette nouvelle engeance des TET, ces trains d'équilibre territoriaux qui viennent irriguer nos campagnes. C'est absolument merveilleux, c'est-à-dire que quand c'est pas RFF qui est en cause et qui n'a pas créé le sillon, c'est la SNCF qui n'a pas commercialisé le sillon, et puis c'est TET qui lui n'en peut mais parce qu'il utilise des wagons qui sont bientôt hors d'âge et des locomotives diesel qui elles sont complètement obsolètes. Les dernières qui tirent nos trains, elles datent de 71. Elles ont une durée de vie de 40 ans. Donc ça veut dire que bientôt, même si on a une voie ferrée, même si on a les sillons, même si c'est mis en commercialisation, on n'aura plus les locaux pour tirer les trains. C'est pas beau ça, hein? Je veux dire, on est dans une situation... bien quelque chose pour abrever le sillon. Abreuver, oui. Heureusement qu'on a du vin dans la région qui nous permettra de noyer notre peine. Entre autres. Et c'est vrai que c'est la seule chose qui soit bien à Tana. Je le dirai à mes amis, mais spécialiste. Je n'en doute pas que tu le répéteras. Il nous faut, bien sûr, suite à tout ça, nous mobiliser les citoyens, mobiliser le département. Les citoyens sont menacés dans leur existence sur ce territoire. Alors, effectivement, je vous disais tout à l'heure, vous avez enfin compris. Mais le problème de votre compréhension, c'est qu'elle passe par un comportement un peu égocentrique, voire égoïste, mais pas par la solidarité. Ce n'est pas un mot qui est facile pour vous. Globalement, c'est vrai qu'on va dépenser moins au département, qu'on va investir moins, mais pas forcément partout de la même manière. Parce que quand on regarde en détail ce BP, on constate une chose que vous savez, que pour certains même vous servez, je ne dirais pas au-delà, mais dans les cantons de l'opposition, il n'y a pas grand-chose. Et je vais vous le démontrer par quelques exemples qui concernent la ville de Briançon et le canton de Briançon. Mais auparavant, on a parlé de rigueur tout à l'heure, et je voudrais dire quand même à mon collègue Ricou, que j'aime bien. Si, je l'aime bien. Mais quand même, la rigueur dans ce dossier, elle n'y est pas. Vous nous avez présenté une version modificative. Ce n'est pas une version modificative, c'est une autre version. Les chiffres n'ont plus rien à voir, que ce soit en AP ou en CP. Alors déjà auparavant, il y avait des contradictions entre ce document et le document budgétaire. Il y avait des chiffres qui n'étaient pas tout à fait les mêmes. Quelquefois, en fonctionnement, en dépenses, on était à 143 465 000. Sur d'autres, on était à 145 916 000. Bon, on ne va pas chipoter. On ne va pas chipoter, même si l'autofinancement, quelquefois, est 16,3, 16,2, là on chipote encore moins. C'est pas très grave, mais la rigueur dont vous aviez prévu de vous entourer, elle a manqué. Alors, sur l'autofinancement de 16,2 millions ou de 16,3 millions ou de 16 millions, c'est pas très grave. Quand on le compare à l'autofinancement de 2007, dit super, en 2007, il n'était que de 15 millions 8. Sauf, à quoi sert l'autofinancement? Je ne poserai pas la question comme le faisait tout à l'heure le professeur Arnaud. Je dirais simplement qu'en 2007, parce que dans l'autofinancement, la première des choses à faire, c'est de rembourser le capital de la dette. C'est le premier. Et le deuxième, après, c'est d'investir avec ce qui reste. En 2007, le capital de la dette, il était à rembourser 2,7 millions. De 15,8 millions, ça veut dire qu'en gros, il nous restait 13 millions pour investir. Aujourd'hui, 16,2 millions, mais un peu plus de 9 millions à rembourser.
c'est plus tout à fait la même chose. Donc les chiffres en soi, c'est pas suffisant. Il faut aller gratter et on constate aujourd'hui qu'effectivement l'autofinancement, il est intéressant, mais quand on l'ampute du capital à rembourser, il ne reste plus grand-chose. Alors, l'emprunt prévu pour 2012, vous nous dites qu'il sera 19,8 millions. Je l'espère en tout cas. Les intérêts payés en 2007 se montaient à 1,7 million. Ils sont aujourd'hui à 7,9 millions, presque 5 fois plus. Et ça n'est pas terminé. Puisqu'on augmente, on va passer de 170 à 186, comme je le disais tout à l'heure. Alors, à côté de ça, on constate une fois de plus, et ça vous ne le dénoncez pas assez, je le regrette et je le répète à chaque budget, le désengagement de l'État. Parce que l'APA, par exemple, cette année, c'est en gros 14 millions, avec des recettes à hauteur de 4,8 millions. En 2007, c'était 10 millions avec des recettes à hauteur de 3,3 millions. Le RSA, cette année, c'est 12,5 millions avec 8 millions de recettes. Le pôle de cohésion sociale, au global, c'est 56 millions avec 18 millions de recettes. Pour une dépense que vous avez qualifiée de régalienne ce matin, que je dirais d'obligatoire, parce que ce n'est pas tout à fait ça, mais il n'empêche qu'il manque 30 millions. Il manque 30 millions. Alors en plus, en termes de RSA, moi je vous engage à lire le compte-rendu de la Cour des comptes sur du RMI au RSA, la difficile organisation de l'insertion. Parce que ce n'est pas tout verser de l'argent. Dans RMI et dans RSA, il y a la notion d'insertion et donc de l'évaluation derrière de cette réalité de l'insertion. On ne distribue pas d'argent pour distribuer de l'argent, mais il faut effectivement mesurer les résultats de l'insertion. Et ça, et on n'est pas les seuls. En tout cas, ici, on ne nous les a jamais présentés. C'est bien. C'est bien. Votre engagement me fait plaisir. Mais je vous engage à lire ce petit document. Ce n'est qu'un résumé du document initial. Mais je pense que c'est important, effectivement, qu'on mesure l'argent que l'on verse, qu'on évalue son impact pour éventuellement en tirer des conséquences, qui soient des conséquences positives. Parce que le but, ce n'est pas de donner de l'argent à des gens parce qu'ils sont dans une situation difficile, c'est de les insérer ou de les réinsérer et de favoriser cette insertion.